Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Point de vue. Derrière moi, ce sont les mushers de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors à la montagne, il n'y a pas que le ski en plein hiver, on peut profiter de nos paysages autrement et c'est le thème de notre émission aujourd'hui. On va notamment parler de chiens de traîneau, comment découvrir cette nature qui nous entoure en montagne. Et puis on va prendre également de la hauteur avec les montgolfières et ces meetings qui se déroulent en montagne du côté de Pras-sur-Arly ou du côté des Saisies. La montagne autrement, comment profiter de nos paysages, c'est le thème de notre émission Point de vue aujourd'hui. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc existe depuis 15 ans. Au départ, pas moins de 25 mushers, 300 chiens et nous sommes sur le site de départ de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec la directrice Annabelle Lascarcam. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe derrière nous? Donc on est à Megève, on est sur le départ de la 4e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, sur le domaine de Megève. Et donc voilà, le premier attelage vient juste de partir. Et les attelages vont s'élancer toutes les 2 minutes sur la ligne de départ. Donc les attelages et les mushers passent là derrière nous toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes, voilà. Donc chaque musher va partir toutes les 2 minutes. Ils vont s'élancer sur le départ pour un itinéraire d'environ 32 km aujourd'hui. Voilà, un itinéraire qui s'annonce assez plaisant puisque la piste a été bien préparée, bien damée par tout le service des pistes de Megève. Voilà, le soleil est là, les conditions sont assez agréables, donc je pense qu'on va pouvoir passer un bon moment. Et on entend en même temps le speaker qui annonce le départ du deuxième concurrent. Il est juste là, il passe derrière nous, le deuxième concurrent, si vous le voyez. Il y a combien de chiens? Il y a donc 6 chiens à chaque fois. Il y a la catégorie Open, donc pour les mushers qui ont un pool de 12 chiens. Et il y a la catégorie Limited pour les mushers qui ont un pool de 8 chiens. Donc ça, c'est le nombre de chiens dont ils ont besoin pour pouvoir participer. Après, dans le règlement qu'on met en place, ils ont un maximum de chiens qu'ils peuvent utiliser sur la ligne de départ. Donc pour les Open qui ont 12 chiens, ils peuvent aller jusqu'à 10 chiens dans leur attelage, au maximum et 6 au minimum. Et pour les mushers qui participent à la Limited, ils peuvent mettre dans leur attelage un maximum de 6 chiens et un minimum de 5 chiens. Ça veut dire que sur les 12 jours de compétition, les chiens ne font pas forcément les 12 jours du parcours. Non, ça veut dire donc qu'en effet pour la Open, il y a toujours 2 chiens au minimum qui sont mis au repos. Et puis après, c'est une vraie stratégie, on va dire, dans l'attelage. Chaque musher a sa propre stratégie. Et notamment une de nos musheuses norvégiennes qui participe cette année sur la première étape a fait courir 6 de ses chiens. Sur la deuxième étape, 6 de ses autres poules de chiens. Alors que certains mushers vont faire tourner les chiens au fur et à mesure en ayant vraiment une base fixe. Donc voilà, c'est toute une stratégie du musher qu'il met en place sur les 12 jours de course. Alors, qui sont ces mushers qui participent à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc? Ils sont français, ils viennent de toute l'Europe? Alors on a cette année 25 mushers qui étaient inscrits et 24 qui se sont présentés réellement sur la ligne de départ de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Cette année on a un Américain qui participe, 2 Russes et puis en effet des mushers européens avec la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Norvège et la Suisse. Il y a d'autres courses comme ça au niveau français ou européen, de grandes courses d'attelage de chiens de traîneau? Alors il y a une fédération qui est la Fédération française des sports de traîneau qui est délégataire de la pratique. Donc en effet il y a tout au long de l'année des courses qui sont organisées par les clubs de la fédération. Et nous on est un petit peu en dehors de tout ça, nous ne sommes pas une course fédérale, on est un grand événement qui est maintenant installé depuis 2005 dans les Alpes et on est l'événement annuel du chien de traîneau en Europe. Alors, on parle un peu de l'histoire maintenant de cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. En 2005, comment cette épreuve est née sur une idée peut-être un peu folle à la base, non? Alors c'était en effet une idée un peu folle de mon père qui était entouré à l'époque donc de Nicolas Vanier. Donc ils ont mis en place et créé cette course en 2005. Elle est née dans les Portes du Soleil avec la première partie de course, puis en Haute-Maurienne vanoise qui est un territoire d'accueil historique de la course. Et donc l'idée initiale était de lancer une grande course de chiens de traîneau de longue distance à étapes. C'est-à-dire que dans le modèle qui avait été imaginé, les mushers et leur attelage parcourraient des pistes de 80 à 90 km par jour. Alors, ce qui est énorme. C'est ce qui était énorme. Et voilà, on avait les mushers qui étaient en France, en Europe, qui vraiment pratiquaient ce type de distance, de longue distance. Et voilà, cette année, on a un peu étudié ce que nous avions fait en termes de kilométrage sur les 4 dernières années. On s'est rendu compte que, à cause des conditions d'enneigement que nous pouvons connaître parfois un peu difficiles dans les Alpes et les conditions météorologiques parfois compliquées, on a étudié donc les 4 dernières années et on s'est rendu compte que dans les faits, nous ne faisons plus de la longue distance à étapes et nous faisons de la moyenne
moyenne distance. Et donc cette année, la course a pris un nouveau virage, un nouveau tournant, et on a orienté officiellement la course et on l'a positionnée comme une course de chiens de traîneau de moyenne distance à étapes. Aujourd'hui donc 32 km, ça veut dire qu'ils font combien? 30, 35, 40 km par jour en moyenne? C'est ça, voilà. Soit sur 12 jours, ça fait un kilométrage de? Ça fait un kilométrage d'environ 400 km, ce qui représente un marathon par jour, si on peut comparer ça un peu au milieu de la course à pied. Et donc en effet, cette année, on s'adresse à des nouveaux mushers parce que le profil de participants n'est pas forcément le même. Ceux qui font de la longue distance maintenant vont plutôt dans le nord pour participer aux grandes courses, qui sont plutôt sur le modèle où on part d'un point A et on arrive à un point B 1000 km après. Donc voilà, nous on a une course un peu différente et cette année on a la chance d'avoir des attelages de moyenne distance de haut niveau, notamment une femme qui vient de Norvège, qui a vraiment le meilleur attelage de Norvège, de moyenne distance à étapes, et également un très bon Allemand et un très bon Espagnol. On sent véritablement qu'il y a une histoire de famille sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, et puis vous avez su vous remettre en question et évoluer. C'est ça. Alors moi je suis personnellement dans l'organisation depuis 2011, donc ça fait ça va être ma 9e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, et donc en effet on a su, je pense, se remettre un peu en question. Voilà, l'année dernière on sait qu'on a eu un peu moins d'attelage au départ que les éditions passées, donc on s'est posé les bonnes questions. Voilà, on a su étudier ce qui fonctionnait moins, et donc cette année je pense que la décision qu'on a prise d'orienter la course vers de la moyenne distance était une bonne décision. De l'ouvrir également à 2 catégories que je vous ai présentées est également, je pense, un bon choix. Et puis la manière dont les inscriptions des mushers se sont faites, je pense que ça se justifie tout seul. On a ouvert les inscriptions mi-septembre, on les a ouvertes à 10h du matin, et le soir à 20h on a dû les fermer parce qu'on avait déjà 45 mushers d'inscrits. Ouais, donc du coup ça motive encore plus avec ce nouveau format, on le comprend bien. Simplement, en France, on n'est pas forcément une nation qui a une grande histoire avec les chiens de traîneau. Il y a suffisamment de pratiquants en France, c'est surprenant presque d'avoir ce type d'épreuve en France. Alors il y a beaucoup de pratiquants en fait, il y a différents types de mushers. Il y a les mushers qu'on appelle des mushers professionnels, qui en fait à l'année et durant l'hiver proposent la prestation de chiens de traîneau au grand public. Et puis on a également les passionnés, des gens qui ont un métier et qui le soir rentrent chez eux, s'entraînent et font ça vraiment comme un sport loisir. Alors le parcours, parlons maintenant du parcours. Il y a un petit peu des points de passage incontournables, hein. Ça démarre toujours en Haute-Savoie, ça arrive toujours en Savoie, ça c'est incontournable. Oui, donc en effet on démarre en Haute-Savoie avec donc, le prologue à Samoin. On a 2 étapes dans les montagnes du Gifre. On a une étape également historique qui existe depuis le début de la création de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, qui est l'étape des Gers. Megève, puis après on bascule 2 journées en Tarentaise avec une étape à La Plagne et une étape à Pralognan-la-Vanoise. Puis après, nous basculons donc en Haute-Maurienne vanoise et nous faisons également étape à Savoie-Grand-Revard. Est-ce qu'il y a, comme dans par exemple le Tour de France, des points de passage obligatoires, je pense au Tour de France le Galibier, et bien est-ce que sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, il y a le passage d'un col incontournable? Il y a ce genre de choses? Alors on a quand même une étape mythique qui existe depuis le début de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et qui a lieu en Haute-Maurienne vanoise. C'est l'étape du Mont-Cenis avec le bivouac de la nuit du samedi à dimanche. C'est la seule étape qui a lieu sur 2 jours. Donc les mushers partent le samedi au départ de Valseny-Lens-le-Bourg pour arriver et finir leur course à mi-étape au col du Mont-Cenis où ils vont bivouaquer. Donc ils sont en pleine autonomie avec leurs chiens durant la nuit. L'étape continue le lendemain matin et se termine le soir à Valseny-Lens-le-Villard. Et donc c'est la seule étape qui dure 2 jours où il y a ce fameux bivouac au col du Mont-Cenis. Alors les chiens qui continuent de partir derrière nous, c'est pour ça qu'il y a de l'ambiance, on est sur le départ du côté de Megève, mais simplement ce sont les chiens des vrais sportifs qui font cette activité de chien de traîneau, on n'est pas là du tout dans le loisir, c'est des chiens qui sont entraînés toute l'année. C'est des chiens qui sont entraînés toute l'année, ce sont des athlètes canins de très haut niveau qui font un marathon par jour. C'est des athlètes qui sont suivis puisque la santé animale est vraiment au cœur de notre priorité au sein de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, qui sont suivis par une équipe vétérinaire de 8 personnes qui sont vraiment à temps plein 24 heures sur 24 en contact avec les chiens et leurs mushers. Et on a ce qu'on appelle également un hôpital de campagne avec du matériel qui nous est donné par notre partenaire Skill et qui nous permet de faire
des prises de sang, des échographies, de faire des scanners et des... C'est très pointu quand on comprend ce que vous dites, un hôpital de campagne pour des chiens, il y a vraiment un suivi vétérinaire. Combien de vétérinaires? Alors il y a 8 vétérinaires dans l'équipe vétérinaire qui suivent vraiment au quotidien les mushers et leurs chiens. Leur mission c'est d'être présents au départ, aux arrivées pour voir que voilà, au départ on vérifie déjà quels chiens partent pour bien vérifier que les chiens que les mushers ont annoncés sont bien sur la ligne de départ. On les regarde également à l'arrivée pour voir dans quel état ils reviennent de l'étape. Et puis voilà, on a une équipe de 8 vétérinaires qui est vraiment en contact permanent. On a un réel hôpital de campagne également avec du matériel qui nous permet vraiment de faire le suivi de la santé animale de ces athlètes de haut niveau. Et notamment, on peut faire tout ce qui est prise de sang, scanner, échographie, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse et le suivi de ces athlètes de haut niveau. Et l'équipe des vétérinaires pourrait exclure un chien qui est en mauvaise santé, c'est possible? Oui, alors le vétérinaire a le mot de la fin, on va dire, sur le choix de ce qu'on appelle dropper un chien. Donc on peut temporairement, pour plusieurs jours, dire à un musher que tel ou tel chien ne peut pas prendre le départ. Et elles ont également, les vétérinaires, le droit de dire que tel ou tel chien ne pourra plus prendre le départ. Alors généralement, c'est plutôt la décision du musher. Voilà, le musher, les chiens, c'est comme leur famille, donc ils savent prendre vraiment les bonnes décisions au bon moment. Mais en effet, les vétérinaires sont vraiment là pour, en tout cas, faire le suivi de tous ces aspects-là. Alors, il y a un nouveau départ derrière nous, le speaker a annoncé 5, 4, 3, 2, 1. Ils vont à quelle vitesse ces chiens qui s'élancent là, juste derrière nous? Alors, les mushers peuvent aller jusqu'à même 15-20 km/h. Et je discutais notamment avec un musher sur la ligne d'arrivée qui me disait je me suis fait doubler par un attelage qui allait au moins à 40 km/h. Au moins à 40 km/h, ça paraît incroyable parce que faut quand même traîner le traîneau justement, plus le musher, il y a du poids. Hein. Il y a du poids, alors au bout d'un moment, quand la vitesse devient constante, les chiens ne sentent plus le poids de l'attelage. Mais en effet, on a au sein de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc 2 types d'attelage, et donc il y a 2 types de races de chiens de traîneau. Il y a les chiens nordiques, donc qui sont les chiens avec les longs poils qu'on peut imaginer comme les chiens de traîneau, les chiens du Grand Nord, qui sont 100% pure race. Et puis on a les chiens qui sont les Alaskan Husky, qui sont un peu plus typés chasse, et qui ont été croisés donc, avec des chiens de chasse pour gagner un petit peu plus en performance. Donc les Alaskan Husky vont généralement un peu plus vite que les Huskies de Sibérie, et donc voilà, il y a cette petite différence. Et notamment sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, on a également un classement général, mais on a également un classement nordique pour les chiens nordiques. Alors on comprend bien ici à Megève, en voyant tout le public qui est autour de nous, qu'au-delà d'une course, c'est aussi un événement. Et puis vous organisez d'autres courses, et puis il y a cette Odyssée des enfants. Il y a un moment, vous voulez aussi avoir un rôle éducatif? Alors, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est un événement. On apporte aussi un côté événementiel dans toutes les stations, les 22 stations qu'on traverse de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et donc, je pense en effet qu'on a aussi un rôle un peu éducatif avec cette Odyssée des enfants qui permet à des enfants de la vallée de Cluse, donc du collège de Samoin et du collège de Taninges, de participer à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, de s'élancer sur quelques kilomètres qu'auront emprunté les mushers de la course. Et puis, on a également 2 autres courses qui sont des trophées, donc des courses de 3 jours pour des mushers qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir faire les 12 jours de course. Donc le trophée Auvergne-Rhône-Alpes et le trophée Croquetland. Et donc on a des mushers, et notamment Rémi Coste, qui défend son titre cette année sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, qui a démarré par faire un trophée et qui au fur et à mesure a évolué et qui a participé à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. 15 ans pour la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Est-ce que vous avez des participants qui étaient là il y a 15 ans dans le public, dans les enfants, et qui se disent dans 15 ans je serai là et je vais la faire? Est-ce que c'est déjà dans l'histoire de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc? Pas encore, mais je l'espère que ça arrivera un jour, je l'espère bien. Est-ce qu'il y a véritablement un engouement, et on peut se dire qu'il y a peut-être des enfants qui vont être piqués au vif là, franchement? On espère. Alors j'espère que les enfants qui auront participé à l'Odyssée des enfants se présenteront peut-être un jour à un autre trophée ou à la Grande Odyssée, pourquoi pas. Alors 15e édition cette année de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous souhaitez encore évoluer, grandir vers autre chose, aller peut-être un peu plus loin dans d'autres départements, ou vous restez dans les 2 départements de la Savoie et de la Haute-Savoie? Alors pour l'instant l'idée c'est de rester plutôt dans la Savoie et la Haute-Savoie. Je pense que le format de course qu'on a mis en place là convient bien. Je pense qu'on a pu le voir cette année avec le nombre de mushers qu'on a, c'est un format qui plaît. Donc voilà, on attend de faire le bilan de cette 15e édition et on verra comment on fera évoluer les choses pour l'avenir. Pour l'avenir. Merci à vous Annabelle Lascar-Kahn. Donc on rappelle, vous êtes
êtes la directrice de ce grand événement qui est la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Merci à vous. Merci à vous. Nous étions au sol, prenons maintenant de la hauteur. On reste évidemment du côté de Megève sur l'événement La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et derrière nous, les départs des mushers continuent de s'enchaîner. Vous allez pouvoir en profiter. Alors voler en montagne est une expérience extraordinaire. Mais voler dans le froid, en plein hiver grâce à une bulle d'air chaud, c'est tout simplement de la magie. Et en montagne, notamment dans les Alpes, il existe un certain nombre de meetings, de rassemblements de montgolfières. On va en parler avec notre invité qui est Gérard Issartel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Alpes Montgolfières et puis vous êtes au passage le président de l'Office de tourisme de Pras-sur-Arly. Alors à Pras-sur-Arly, on connaît très bien les vols en montgolfière puisque vous organisez vous-même un meeting de montgolfière à Pras-sur-Arly. Tout à fait, nous avons un meeting de montgolfière avec une dizaine d'invités qui restent toute la semaine et une vingtaine de ballons pendant le week-end qui vient de se passer, où on initie un petit peu tous ces pilotes au vol en montagne qui est un petit peu technique. Alors pourquoi un meeting à Pras-sur-Arly? Pourquoi ce site de Pras-sur-Arly? Il y a un lieu particulier? Ah oui, tout à fait. En fait, Pras-sur-Arly, sur un plateau à 1000 mètres qui est suffisamment ouvert et suffisamment large pour pouvoir permettre de décoller en montgolfière et qui nous permet aussi de pouvoir atterrir parce que voler en montgolfière c'est une chose, mais il faut pouvoir atterrir. Nous volons au gré des vents, donc il est important d'avoir des vallées plus basses qui coupent ce plateau où on va pouvoir trouver des lieux d'atterrissage en toute sérénité. Mais quand on part de Pras-sur-Arly, il faut quand même plutôt partir du côté de Sallanches vers la Haute-Savoie que d'aller vers la Savoie et les gorges de l'Arly, c'est un peu plus compliqué quand même. Alors on est au centre du plateau, c'est pour ça qu'on décolle de Pras-sur-Arly. On est en plus en limite avec la Savoie et la Haute-Savoie. Et donc lorsqu'on a les bonnes conditions météo et surtout d'aérologie, c'est-à-dire au niveau des vents, on peut aller sur Crévoland, Dame de Bellecombe, les Saisies, Sallanches, etc. Et bien évidemment, on essaie d'éviter des zones difficiles comme les gorges du Val d'Arly. Si on voit qu'on va dans cette direction-là, à ce moment-là, on va poursuivre notre vol pour en sortir et aller du côté d'Albertville, par exemple. À Albertville, on a également une grande plaine qui nous permet d'atterrir assez facilement. Alors ce meeting de Pras-sur-Arly, c'est Montgolfiade, c'est quoi? C'est le plus ancien rassemblement de montgolfières dans les Alpes? Pratiquement un des plus anciens de rassemblements, puisqu'on va bien l'année prochaine, on va fêter la 30e édition. Et le deuxième rassemblement, le plus ancien, est celui des Saisies, qui a fêté ses 30 ans cette année ou l'année dernière. Donc ce sont vraiment les deux meetings de montagne dans les Alpes du Nord, côté français qui sont là depuis de nombreuses années. Combien de montgolfières à Pras-sur-Arly? Alors une vingtaine de ballons pendant le meeting de Pras-sur-Arly, une trentaine au meeting des Saisies parce qu'il y a un petit peu plus de place pour décoller. Et si vous voulez, ce qui nous empêche d'accueillir plus de montgolfières, c'est un problème de place pour pouvoir décoller et puis aussi de gestion de tous ces pilotes en l'air. Parce qu'il faut savoir que les conditions en montagne sont quand même un peu techniques. Et donc si on est trop de ballons en l'air, c'est difficile d'orienter tous les pilotes sur des lieux d'atterrissage qui vont être plus faciles. La gestion est un peu plus compliquée. On va parler des conditions de vol en montagne, mais avant cela, simplement, qui sont ces pilotes qui participent à un meeting aérien en montagne? Ils sont français? Il y a suffisamment de bons pilotes en France ou ils viennent de toute l'Europe? Alors la majorité des pilotes viennent de toute la France, mais on a aussi des pilotes belges et des pilotes suisses. On a eu il y a quelques années des pilotes polonais qui venaient aussi, mais c'est vrai que ça leur fait beaucoup de route pour se déplacer. Et comme quand même la montgolfière c'est lié à la météo, faire des très longs trajets si la météo n'est pas de la partie, c'était un petit peu difficile pour eux. Alors maintenant on a surtout des pilotes belges, suisses et français, principalement. Parlons technique maintenant. Voler en montagne, c'est particulier, ça n'a rien à voir avec la plaine. Il y a d'abord une aérologie différente. La plaine, si vous voulez, on vole au lever du jour. Le vent va se lever en même temps que le soleil se lève et on essaie de voler de matin de bonne heure avant que tous les vents de vallée s'établissent. Et on essaie de se poser avant qu'il y ait trop de vent. En montagne, comme on a beaucoup de vallées, de plaines, des écarts de température entre le fond des vallées et les sommets, on a un système d'aérologie qui se met en place qui devient très compliqué dès que le soleil commence à chauffer. Donc il faut être très vigilant. Et la plus grande difficulté qu'on peut avoir en montagne, si vous voulez, c'est l'atterrissage. C'est-à-dire que quand vous volez en plaine, vous partez pour voler 3 quarts d'heure, 1 heure. Au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, vous allez descendre et chercher un terrain. Vous ne trouvez pas un terrain tout de suite, vous faites encore 5 minutes et vous en trouvez un autre. Tandis qu'en montagne, une fois qu'on a raté un terrain, des fois on le regrette très longtemps parce que des terrains d'atterrissage, il y en a très peu. En montagne, on a à peine décollé qu'on est déjà en train de repérer son terrain d'atterrissage. Tout à fait, c'est exactement ça. Le pilote, quand il décolle en montagne, il commence déjà à réfléchir où il va atterrir. Alors il va chercher à monter ou à descendre en altitude,
pour trouver des vents qui vont lui permettre de se diriger vers un lieu qui n'est pas trop hostile. Parce qu'il faut pouvoir atterrir, c'est une chose, mais aussi il faut pouvoir récupérer le matériel. Et donc atterrir, si on atterrit dans un chemin un peu délicat en montagne, bon, on descend à pied, c'est pas un souci. Mais après, il faut quand même aller chercher le matériel qui pèse relativement lourd, 500-600 kg. Qu'est-ce qui est difficile finalement en montagne? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer? C'est cet atterrissage ou il y a aussi une autre phase que l'on ne soupçonne pas? L'atterrissage n'est pas beaucoup plus compliqué à gérer qu'en plaine. Ce qui est très compliqué pour le pilote en montagne, c'est de gérer son vol pour aller dans une zone où il pense qu'il pourra atterrir en toute sécurité et à proximité d'une route pour la récupération. Oui, parce qu'une montgolfière, on ne peut pas la diriger. Il faut aller dans les bons courants d'air, entre guillemets, dans les bonnes veines de vent pour nous emmener à l'endroit où on veut aller. Voilà, et donc le pilote doit prendre des décisions plus rapides. C'est-à-dire qu'en plaine, vous êtes dans un flux de vent, vous vous apercevez que vous changez de flux, vous avez 5-10 minutes pour dire tiens, est-ce que je reste dans celui-là ou est-ce que je n'y reste pas. En montagne, quand vous êtes dans un flux de vent qui ne vous convient pas, vous n'avez que quelques secondes pour prendre une décision. Parce que ce flux de vent peut vous décaler de 200 ou 300 mètres dans votre cap, et ces 200-300 mètres, au lieu de vous retrouver dans un fond de vallée pour atterrir, vous allez vous retrouver au milieu d'un glacier. Donc le pilote doit sans cesse réfléchir et se dire est-ce que je suis au bon endroit, est-ce qu'il faut que je monte, est-ce qu'il faut que je descende. Gérard Issartel, on a bien compris qu'il y a des lieux privilégiés pour prendre des départs en montagne, par exemple Pras-sur-Arly, par exemple les Saisies, mais est-ce que finalement il y a des règles particulières à la montagne? Il y a peut-être des lieux ou des zones interdites en montagne? Alors on se crée nos propres zones interdites, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment que si on décolle dans certaines vallées qui sont par exemple trop étroites, on a des mouvements d'air le matin, on appelle ça de l'écoulement, qui sont très violents jusqu'à ce que le soleil se lève. Et dès que le soleil se lève, on a des mouvements d'air en sens inverse qui remontent la vallée avec la chaleur. Et donc on sait pertinemment que ça va être très compliqué de décoller et pratiquement impossible d'atterrir parce que lorsqu'on va arriver à nouveau dans la zone, le vent va être trop fort pour pouvoir atterrir. Donc ces couloirs de vallée, on va dire par exemple quand on va dans des vallées plus étroites comme la vallée de la Tarentaise, la vallée de la Maurienne, ces mouvements d'air sont beaucoup plus amplifiés que quand on est sur des plateaux avec des vallées ouvertes autour. Et donc il serait dangereux de décoller parce qu'il y aurait beaucoup de chances que l'atterrissage soit très délicat. Un jour comme aujourd'hui, alors plutôt un ciel bleu mais légèrement voilé, le soleil s'est caché par rapport au début de notre émission. C'est un jour idéal pour voler en plein hiver? Oui, c'est un jour idéal parce que quand on a décollé tout à l'heure au lever du soleil, on avait un paysage qui était fabuleux. Il a beaucoup neigé, les sapins sont encore tous enneigés. Et on a un éclairage l'hiver qui est avec un soleil rasant qui donne des lumières et des contrastes qui sont vraiment différents à chaque altitude à laquelle on va être. Donc on est dans des conditions pratiquement d'hiver optimales pour faire des vols en montgolfière en ce moment. Alors vous-même, vous êtes pilote, hein, combien de vols à votre actif et vous volez en moyenne combien de fois par an? On va dire qu'on vole à peu près, généralement, un jour sur 3 de moyenne. Ce qui fait à peu près 120 vols par an. Une bonne année, on va faire un peu plus. Une mauvaise année météo, on en fera un petit peu moins. Donc on est sur un site qui a une très très bonne aérologie. Il faut imaginer qu'en France, il y a des sites où ils volent que 50 jours par an et d'autres où ils ne volent pas du tout. Parce qu'il y a toujours le vent se lève en même temps que le soleil. Donc c'est impossible de voler en montgolfière. C'est pour ça que par exemple, vous ne verrez jamais des montgolfières sur la côte d'Azur. Le soleil se lève, le vent se lève en même temps. Ah oui, c'est vraiment, il y a certains lieux interdits ou impossibles en tout cas. Il y a des lieux qui sont impossibles pour voler en montgolfière et ça représente à peu près un tiers de la France. Où ce sont des zones qui sont trop ventées ou trop abruptes, où les zones d'atterrissage sont trop peu importantes pour qu'on puisse prendre le risque d'aller voler. Alors voler en montgolfière, il y a quand même un côté un peu magique. On vole quand même simplement qu'avec une bulle d'air chaud, hein, ce n'est que de l'air qui a été chauffé. Vos clients, parce que vous êtes aussi le patron de Alpes Montgolfière, vos clients, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent ah c'est sensationnel ou finalement ils sont plutôt déçus parce que ça va pas assez vite? Alors ils sont plutôt généralement bluffés par le fait qu'on se promène à 2000-3000 mètres d'altitude dans une petite boîte d'allumettes en osier au milieu de nulle part sous notre grosse bulle d'air chaud. On est combien? 4-5 par boîte d'allumettes? Alors on est 4-5 personnes, ça peut être 6 personnes. Et généralement les gens aiment bien que ça n'aille pas trop vite parce qu'ils ont le temps de contempler. Il faut imaginer qu'on décolle sur ce plateau à 1000 mètres et qu'autour tout autour de nous, on a tous les massifs alpins. Avec la chaîne des Aravilles, Beaufortin, la chaîne des Fises, un petit peu des Alpes suisses et italiennes. Si on allait trop vite, on n'aurait pas le temps de contempler tout le paysage qu'on a autour de nous parce qu'on a aussi un avantage inouï, c'est qu'on a une vision à 360 degrés, ce qui est magique en montagne. Donc on a un ascenseur qui nous permet de monter à 3000 mètres d'altitude et après d'avoir un panorama à 360. Bon, et si j'ai le vertige, si on a le vertige, qu'est-ce qui se passe? C'est possible ou pas? Alors vous pouvez venir tranquillement faire de la montgolfière quand vous avez le vertige parce que l'effet de vertige n'existe pas en altitude. Si vous voulez, quand on n'est pas en contact avec le sol, l'effet de vertige n'existe pas. Donc on peut avoir une certaine appréhension
pour monter dans la montgolfière, mais les gens au bout de 5-10 minutes sont très vite rassurés parce qu'ils se rendent compte que finalement ils n'ont pas cet effet de vertige et comme les nacelles sont relativement hautes, la taille d'un balcon un peu plus haut, en fait ils sont accoudés comme à leur balcon, ils regardent défiler le paysage sous leurs pieds, donc ça devient magique et féerique et ils pensent même plus du tout qu'ils avaient le vertige avant de monter. Et pour voler en montagne, la meilleure saison, c'est l'hiver, où on a nos paysages tout blancs et c'est forcément splendide, ou alors c'est finalement l'été. Quelle est la plus belle saison? Pour moi, la plus belle saison, mais je dis bien pour moi, la plus belle saison, c'est l'hiver, parce que je trouve qu'on a un effet d'immensité plus important, avec tous les hauts massifs enneigés. Par contre, on n'a pas de contraste de couleur. Alors on a déjà des passagers qui sont venus par exemple voler l'hiver et l'été, ils nous disent ben, l'hiver c'est beau, c'est magique, mais on préfère l'été parce que c'est tout vert, tout fleuri, avec que les hauts massifs enneigés. Et donc on va découvrir que tous les hauts massifs qui ont les neiges éternelles. Alors, de toute façon, la montagne c'est beau aux 4 saisons, et je crois qu'en montgolfière, dans le site où on est, c'est beau aux 4 saisons. Après c'est plus une histoire de goût et d'envie personnelle. Et alors après ces meetings, ces rassemblements de montgolfières, soit à Pras-sur-Arly, soit au Saisy en fin de saison, ça a un intérêt professionnel ou alors c'est simplement pour faire plaisir? C'est une animation d'un président d'office de tourisme que vous êtes à Pras-sur-Arly? Alors, un petit peu des deux, c'est-à-dire que bien entendu au niveau professionnel, le fait qu'on parle de Pras-sur-Arly, ça permet à tous nos acteurs économiques d'être connus, que notre station de ski soit encore plus connue à l'international, mais aussi c'est un côté sympathique, c'est-à-dire que ça nous permet d'inviter des pilotes qui volent en plaine habituellement, de découvrir la montagne en toute sécurité. Parce que quand on est pilote et qu'on vole qu'en plaine, venir voler tout seul en montagne sans savoir à quelle heure on doit décoller, de quel endroit on doit décoller, est-ce que les vents qui sont annoncés ce jour-là sont favorables ou non favorables pour trouver un terrain d'atterrissage, tout ça on ne peut pas l'inventer. Donc ils profitent de l'expérience des anciens pilotes, comme moi j'ai pu en profiter de mes collègues qui sont aujourd'hui à la retraite, pour venir faire des vols en toute sécurité et se faire plaisir. Ça veut dire que ces meetings ont une vertu de formation? Ça joue un peu un rôle de formation parce que même un pilote qui a beaucoup d'heures de vol, s'il n'a jamais volé en montagne, il va bien entendu maîtriser son engin, mais il ne va pas maîtriser l'aérologie du site. Et donc il va avoir beaucoup de difficultés à savoir où décoller, comment décoller, à quelle heure. Bon, pour terminer, Gérard Rissartel, vous connaissez forcément nos paysages vus de haut. Quel est le lieu que vous trouvez le plus extraordinaire? Certains pensent au Mont Blanc ou au massif du Mont Blanc, mais vous, quel est l'endroit que vous adorez survoler? Je ne veux pas être chauvin, mais je vais dire quand même qu'on est dans un site exceptionnel. Et je trouve que c'est voler face au Mont Blanc, c'est quand même quelque chose de magique. Parce qu'il faut imaginer que Pras-sur-Arly est à 1000 mètres d'altitude. On va décoller et dès qu'on a dépassé 400-500 mètres d'altitude, on est devant toute la chaîne du Mont Blanc. Donc c'est quand même un peu magique. C'est quand même un peu magique et un point de vue imprenable. Un point de vue imprenable. On a bien incontournable. Compris. Incontournable. Merci à vous Gérard Rissartel. Merci de nous avoir On rappelle que vous êtes le président de l'office de tourisme de Pras-sur-Arly et puis le directeur de Alpes Montgolfière. Merci à vous. Merci et puis bonne continuation. C'est la fin de notre émission Point de vue. J'espère que vous avez rêvé avec nous et que vous en avez pris véritablement plein les yeux, que ce soit dans les airs grâce aux montgolfières ou en pleine nature grâce aux chiens de traîneau ici du côté de Megève. Pour voir et revoir cette émission, c'est évidemment grâce au replay de notre émission sur montblanclive.com. Et puis on se dit évidemment à la semaine prochaine.